Bonjour, voilà, de retour. Un beau dimanche. Il fait beau, hein? Enfin, le temps s'est vachement amélioré sur Paris. Ce matin, c'était terrible, cet après-midi aussi un petit peu. Mais là, ça a l'air de se dégager, donc une belle fin de journée. Voilà. Ah, Walid El Meriag, le premier. Justement, celui qui m'a posé des questions sur l'Algérie. Je crois il a hâte d'avoir les réponses. Alors, Yassine, Samir, alors des deux côtés, là, bon, Bahab, Blakbir. Bonjour de Montréal. Ah oui, j'aime beaucoup Montréal. Yassine El Bouchiri. Bouchra, Salam, Anas Boucheir. Bonjour. Samir Swissi, bonjour. El Mahdi, bonjour, bonjour. Jérôme Buchmuller. Bien. Amin Echechi, bonjour. Si je peux me permettre, Amin Echechi, est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur vous? J'aimerais bien. Alors, Sonia Soussou Lydie, elle aime déjà la vidéo, c'est sympa, hein? Bien. Younes, bonsoir. Sylvain Romano, bonjour de Marrakech. Voilà, aujourd'hui, il est là. Il ne va pas rater le rendez-vous. Alors, je ne sais pas s'il m'a posé une question parce que je suis pas allé voir, j'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller voir ce qui se passe. Bonjour, Bouchelin, parlons de l'état profond. Ah oui, ça c'est très intéressant. Qui veut renverser Trump? Quels sont les véritables enjeux? La Fed, l'interdiction du lobby juif, le grand Israël, les traités transcontinentaux, le nouvel ordre mondial. Ouh là là, quel programme! Je vais le noter parce que l'état profond, c'est une très bonne notion. Donc, Bouchra, l'état profond. Bien. Eh bien, alors, on va commencer. Mohamed Adam Benamma, bonjour de Meknes. Vous êtes à Meknes. Ah ben. Bon, ben, j'espère qu'il fait beau là-bas. Est-ce que le CODEM joue aujourd'hui à Meknes? Vous savez, le CODEM, c'était mon équipe, enfin bon, à l'époque. 21. Bien. Donc, je vais répondre à Walid El Meriag, qui m'a posé 2 ou 3 questions sur l'Afrique et la France. Après, on change un peu de sujet comme ça, de temps en temps, de perspective. Voilà, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions. Même si elles ne passent pas aujourd'hui, ben, elles passeront un jour ou l'autre, hein. Donc, le rôle néo-impérialiste de la France en Afrique, le nouveau rôle du Maroc en Afrique, les relations sud-sud. Est-ce que la France a l'intention de continuer son exploitation des pays africains à travers de nouvelles stratégies et par l'intermédiaire d'autres pays comme le Maroc? Bien, alors, bon, tout d'abord, je crois avoir évoqué le principe fondamental des relations internationales, c'est-à-dire ce sont des relations de force, de rapport de force, de domination. Ça a toujours été le cas, hein. C'est pas une question, c'est pas propre à l'Occident. Je crois que si le monde arabe aujourd'hui, moins de 13 seulement à Montréal, ça va. Mais c'est une ville où on est bien, enfin, où tout est bien organisé. Bien.
Et donc, voilà, il se trouve que, il est vrai qu'à un certain moment des relations internationales, on n'allait pas chercher très loin et il n'y avait pas des besoins économiques tels qu'il fallait aller chercher des marchés lointains et les exploiter à fond. C'est-à-dire à partir du moment où l'Occident a découvert le pétrole, le caoutchouc, c'est très important le caoutchouc en Afrique, qui a causé des millions de morts dans le Congo par l'État belge dans les années 1880-90. Donc le pétrole, l'uranium, tout cela évidemment ça attire la convoitise de l'Occident. Quand je dis l'Occident, c'est-à-dire les grosses sociétés capitalistes et qui se livrent même entre elles, enfin je veux dire entre l'Angleterre et la France. Il y a des guerres pour conquérir le marché, l'Allemagne aussi. Bon, l'Allemagne a été évincée après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième. Et donc, c'est une lutte qui a commencé, on peut dire quasiment au niveau mondial, avec la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb et la découverte de l'or, etc. Et donc, l'Afrique est tombée sous la coupe de l'Occident à partir du XVIIIe siècle. Et bon, au début, il y avait la traite des esclaves par millions. Hein. Enfin, je veux dire, des fois, on dit les Arabes aussi faisaient un marché d'esclaves. Oh, il y a quelqu'un de Tokyo. Ah ben, dis donc, bravo, hein, Badr. Et bon, les Arabes raflaient probablement quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les dizaines de millions qui ont été. C'est-à-dire que quand des millions, 10 millions, mettons, sont arrivés en Amérique, c'est qu'il y a eu des millions à peu près qui sont morts à peu près dans les trajets. Enfin, il ne faut pas oublier dans quelles conditions ils ont voyagé. Donc, l'Afrique a été la chasse gardée de la France, d'Angleterre, un peu de l'Allemagne qui a été évacuée, d'Italie qui a été évacuée, et l'Espagne. L'Espagne surtout dans le nord. Et donc, bon, ils ont exploité comme ils pouvaient. Bonjour Assia. Et puis, à un moment donné, il a fallu, comment dire, accorder l'indépendance. Bon, je veux dire, c'était pas de gaieté de cœur. Hein. Vous savez, des fois on dit, De Gaulle, il a eu un grand geste en donnant comment dire, l'indépendance à l'Algérie et à d'autres pays africains. C'est bidon, hein. C'est-à-dire, en 1945, lorsque les Algériens ont manifesté pour obtenir quelques allègements au système colonial brutal et inégalitaire, il a ordonné à l'armée de rétablir l'ordre. Et donc, il y a eu entre 20 000 et 30 000 morts à Sétif. Donc, De Gaulle n'était pas plus anticolonialiste que d'autres. Seulement, il a eu l'intelligence politique de comprendre que de toutes les façons, c'est trop tard. Et donc, il fallait le faire. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote à propos de De Gaulle. De Gaulle, il avait proposé aux pays africains, en dehors de l'Algérie, en 1958, il leur a dit, voilà, si vous acceptez un accord de collaboration, je vous accorde l'indépendance dans 2 ou 3 ans, enfin dans certaines conditions, etc. Et la Guinée, à l'époque, c'était Sékou Touré, un des grands leaders du mondialisme, enfin du tiers-mondisme, etc. Il a dit non. Et De Gaulle a été très touché par ce non, et il leur en a voulu terriblement. Il s'est vraiment vengé sur la Guinée. Donc, on a accordé ces indépendances, mais seulement, c'était des indépendances fictives. C'est-à-dire que les gouvernements installés dépendaient quasiment de la métropole, d'abord parce que la France a formé très peu de cadres, au Maroc, en Algérie, partout. Et donc, quand le Maroc a donné son indépendance,
quand la France a donné son indépendance, ces pays ont été obligés de conserver pendant des années et des années ce qu'on appelle des coopérants. Moi, je me souviens quand j'ai fait des études de droit à Casablanca de 64 à 67, il n'y avait pas un seul prof d'université marocain. Donc, il les tenait de cette façon-là. Il les tenait aussi, et le Maroc a choisi l'Occident, bon, pour des raisons, comment dire, peut-être idéologiques, parce qu'il y trouvait son intérêt, etc. Et aussi, la France et l'Espagne ont aidé, entre guillemets, le Maroc à mater les mouvements révolutionnaires dans le Rif et dans le sud du Maroc en 58, qui tentaient de, comment dire, soit de transformer le Maroc en régime républicain, soit d'amoindrir le pouvoir du roi. Et Mohamed V et Hassan II sont devenus des alliés de la France. Et c'est pour ça que le Maroc avait toujours une très bonne réputation dans les médias français, par exemple. Très peu de médias critiquent le Maroc. Je vous conseille de lire le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi. Il faut dire aussi que Hassan II savait très bien accueillir les hommes politiques, les journalistes. Il descendait à la Momounia de Marrakech, on leur offrait des belles montres Rolex, etc. Enfin, des tapis de valeur, ce qu'on appelle l'hospitalité marocaine. Et donc, le Maroc, comment dire, il était lié économiquement, politiquement, diplomatiquement, surtout après l'affaire du Sahara occidental. Sa dépendance diplomatique et politique vis-à-vis de l'Occident était devenue beaucoup plus forte. Et pour élargir un peu le champ, pour répondre à la question du rôle néo-impérialiste de la France en Afrique, vous savez, vous connaissez la fameuse expression la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique? Chaque président de la République qui arrive au pouvoir en France, notamment les socialistes, par exemple comme François Hollande, il avait dit la France-Afrique c'est fini. C'est-à-dire ces relations spéciales où il y a des valises qui circulent, des valises pleines d'argent, des cadeaux. Je vous rappelle les diamants de Bokassa, Giscard d'Estaing, Bongo qui a donné des valises pleines d'argent à Chirac, etc., etc. Ces liens, enfin les interventions au Tchad, partout. Par exemple, le Burkina Faso, il avait un président, alors Sankara, je crois, qui, comment dire, il avait des velléités anti-impérialistes. Il a été liquidé par son compère, son adjoint, son complice, qui s'est retourné contre lui, Compaoré, je crois. Enfin, j'espère que c'est oui. Et c'est aux ordres de la France, c'est-à-dire que la France ne peut pas se permettre et ne permettra pas, en tout cas dans les circonstances actuelles, qu'un régime hostile, par exemple qui nationaliserait l'uranium, comme au Mali. Pourquoi la France est intervenue au Mali? Soi-disant, il y a des terroristes. Ils n'en ont rien à fiche des terroristes. C'est pour maintenir comment dire, une prise directe sur l'uranium. Bon. Il y a d'autres matières premières, mais l'uranium est très important pour Areva, pour les centrales nucléaires, etc. Et donc, ce rôle, comment dire, oui, c'est un rôle néo-impérialiste, c'est-à-dire c'est de l'impérialisme d'une autre manière. Avant, c'était l'impérialisme classique, avec des interventions militaires, ou des assassinats, par exemple comme Lumumba, comme je vous ai dit tout à l'heure Sankara. Mais aujourd'hui, on essaye plus ou moins, par exemple, comme en Côte d'Ivoire, on a installé un régime très favorable à la France. Alors, j'ai oublié le nom m'échappe, si quelqu'un peut me le rappeler.
donc qui marche droit. Et bon, donc ces pays africains, de toutes les façons, sont tous endettés. Le pays qui n'a pas voulu s'endetter, comme la Libye, vous savez ce qui lui est arrivé. Donc en fait, quand un pays s'endette, ils le tiennent par le cou. Et tous les pays africains sont endettés. En fait, on a calculé que tous les pays africains ont payé largement plusieurs fois leur dette. Mettons par exemple, s'ils ont une dette de 5 milliards, ça veut dire qu'ils ont déjà payé 15-20 milliards déjà. Mais l'essentiel, c'est qu'ils restent toujours endettés et qu'ils payent les intérêts de la dette. Et de temps en temps, vous entendez que François Hollande, par exemple, ou Sarkozy, ou n'importe qui d'autre, a effacé 200 millions de la dette. Bon, c'est juste c'est un coup de propagande. Et donc en fait, c'est vrai que l'Afrique, peut-être, des pays comme l'Afrique du Sud, peut-être, et encore, je ne sais pas, parce que c'est que l'Afrique du Sud a des richesses minières, bon, des diamants, etc. Et l'Afrique du Sud est obligée de passer des accords avec des entreprises qui sont capables d'extraire le diamant, le minerai, etc., de l'exporter. Ils ont besoin de machines, ils ont besoin d'ingénieurs, ils ont besoin de capitaux, et tout ça se trouve en Occident. Donc il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut passer sous les fourches codines de ceux qui tiennent les ficelles de tout, de la technologie et du fric. Et pour répondre à la question, la suite de la question de Walid El-Meriag qui me dit le nouveau rôle du Maroc en Afrique. En fait, bon, le Maroc a lancé une vaste offensive diplomatique récemment. La question qu'on me pose, c'est est-ce que le Maroc joue plus ou moins, comment dire, le rôle de cheval de Troie de la France. Enfin, vous connaissiez l'histoire du cheval de Troie. C'est une guerre entre deux villes grecques, enfin de l'ancienne Grèce, bien sûr. On a introduit un cheval où étaient cachés des guerriers qui sont sortis la nuit et puis ils ont conquis la ville. Donc l'expression veut dire, un cheval de Troie, ça veut dire servir de tête de pont par exemple, le Maroc sert de tête de pont à la France ou à l'Amérique pour amener les autres pays africains à récipiscence, comme on dit. Ça veut dire à collaborer, à s'éloigner, par exemple, à ne pas commercer avec la Chine, à signer des accords avec la France, etc. Et je crois que le Maroc, il ne peut pas échapper à ce rôle. C'est-à-dire, en même temps, ça le sert, c'est-à-dire de développer de nouvelles relations avec l'Afrique. Mais en même temps, je suis certain, enfin je ne connais pas les dessous de cartes évidemment, mais je suis certain qu'il le fait en collaboration, en coopération étroite avec la France et les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'ai parlé du Sahara occidental, qui est un boulet pour le Maroc, et surtout diplomatique, c'est-à-dire comment faire. Le Maroc a besoin que la communauté internationale garde une certaine neutralité dans ce conflit. Le Maroc n'est pas Israël, c'est-à-dire, quand je dis n'est pas Israël, c'est-à-dire Israël peut faire ce qu'il veut. Il peut coloniser comme il veut, il peut occuper, et il fait un bras d'honneur à la communauté internationale. Le Maroc ne peut pas se permettre, c'est-à-dire s'il y a une résolution qui dit que la Sahara occidentale il doit y avoir une autodétermination, etc., ça l'affiche mal pour lui. Pour Israël, vous pouvez prendre toutes les résolutions que vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, mais seulement c'est la différence. Le Maroc n'est pas Israël. Et donc le Maroc est tenu, il sait que l'appui diplomatique est très important pour lui.
Et donc, en même temps, en faisant ce voyage et en revenant à l'Union africaine, le Maroc soigne sa diplomatie, gagne probablement comment dire, des marchés avec les pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Le Maroc passe pour un régime modéré sur le plan religieux, c'est-à-dire il a ouvert une grande école à Rabat qui forme des imams, alors des imams modérés, hein, c'est-à-dire tout le monde loue. Alors quand on dit que le monde, la France, l'Amérique, loue l'effort du Maroc, les efforts du Maroc pour former des imams modérés, 200 ou 300 par an, dont des Français, etc., ça veut dire qu'ils forment des imams qui acceptent les règles du jeu. Voilà. C'est-à-dire se soumettre, ne pas ruer dans les brancards, ne pas dire que le sionisme c'est pas bien, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire être pour la paix, voilà. Et enfin pour la paix, c'est-à-dire la paix imposée. Hein. Et donc le Maroc joue par là un rôle, comment dire, en même temps d'agent de pénétration de l'impérialisme, et il y trouve son intérêt. Son intérêt, c'est pour lui-même de développer ses relations économiques et avoir un soutien diplomatique au sein des nouveaux pays africains. Et ce retour à l'Union africaine s'était fait dans des conditions assez correctes, enfin, de ce que j'ai pu lire. Voilà, enfin, donc, j'espère que j'ai... alors, est-ce que la France a l'intention de continuer son exploitation des pays africains? Évidemment, enfin, je veux dire, on n'abandonnera jamais l'Afrique. Ils les tiennent, voilà. Ils ont, malheureusement, sont des relations, comment dire, mettez-vous à la place d'un responsable africain. Il sait que s'il se révolte, bon, soit il aura le sort de Kadhafi ou de Sankara, donc il n'a pas envie, il faut le comprendre. Hein. En général, les Africains, ils ont pas mal d'argent en France. Il y a le fils d'un type qui avait des villas, des immeubles à Paris, et qu'on voulait poursuivre pour bien mal acquis. Bon, donc, pour le moment, ça se fait pas, mais c'est une menace qui pèse sur les dirigeants africains. En même temps, on peut les étrangler par la dette, par le nom, par exemple, fermer le robinet des crédits. Imaginez un pays qui ne peut pas payer ses fonctionnaires pendant un mois, ou ses militaires, c'est l'émeute. Et donc, en fait, ces pays dépendent. Bien sûr, ils jouent les pays indépendants. Ils se rencontrent, ils ont des drapeaux, etc. Mais ils savent que ça se voit pas. C'est pas comme dans les temps des colonies. Mais comment dire, ces pays sont soumis, voilà, et ils sont obligés de se soumettre. Mais vous savez, on est soumis par rapport à plus puissant. Par exemple, la France, elle est soumise à l'Amérique. L'Afrique est soumise à la France et à d'autres, mais la France est soumise à l'Amérique. La France ne peut pas faire, elle ne fait pas ce qu'elle veut à cause de la puissance américaine. Je vais vous donner un exemple simple. La BNP. La BNP, c'est une banque française qui a dû payer 9 milliards de dollars d'amende parce qu'elle avait comment dire, commercé, fait un marché en dollars avec un pays qui est boycotté par l'Amérique. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais c'est ça la puissance américaine. C'est-à-dire, ils vous disent, voilà, si vous ne payez pas, vous ne pourrez plus faire affaire avec l'Amérique. Pour une banque, c'est la faillite. Et donc, la BNP a payé 9 milliards d'amende. Ça, la puissance américaine. La puissance américaine, c'est, par exemple,
la Suisse, qui, dans les années 1995-96, il y a eu des pressions des organisations juives américaines, parce qu'on avait dit que les Juifs avaient des comptes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et comme certains ne sont pas revenus des camps ou sont morts, etc., les banques suisses ont gardé cet argent. Alors les Suisses ont dit, mais il n'y a pas de problème, nous, on va créer une commission objective avec qui vous voulez, et puis ils vont contrôler les comptes, etc. Et s'il y a quelque chose à payer, nous sommes prêts à payer. D'accord. Ça, c'est une histoire qui est racontée par Norman Finkelstein dans son livre sur l'industrie de l'Holocauste. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, c'est lui qui a sorti cette histoire. Seulement, les organisations juives n'étaient pas contentes, américaines. Elles se disent, oh là là, on va attendre la commission, et puis il n'y aura probablement pas beaucoup d'argent. Et donc, les Juifs américains ont dit à la Suisse, écoutez, ou vous nous donnez 3 ou 4 milliards de dollars, là, tout de suite, ou bien on vous ferme le marché américain. Mais on attend la commission, non, 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 on veut du fric. Donc ils ont payé 3 ou 4 milliards. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais si vous allez voir le livre de Norman Finkelstein, il donne le chiffre exact. Très bien. Parce qu'on les a menacés. Si vous ne payez pas, on vous ferme le marché new-yorkais. Une banque suisse qui n'a pas accès au marché de New York, c'est pas la peine. Et qui tient le marché new-yorkais, voilà. Mais la commission avait continué à faire son boulot. Et finalement, elle est tombée d'accord sur un chiffre de 800 millions. Donc la Suisse a payé 2 ou 3 milliards de trous qui sont passés dans les poches de qui vous savez, ou vous devinez. C'est ça la puissance en fait. C'est-à-dire que on dit par exemple la France domine l'Afrique, mais la France est dominée par l'Amérique. C'est-à-dire en fait on trouve toujours un plus puissant que soi. La France, quand l'Amérique lui a dit bon, tu vas faire ce que je te demande en Libye, la France est allée faire ce que les Américains ont demandé en Libye. Voilà, c'est le monde, enfin, il y a une échelle de puissance. Et malheureusement pour les Africains, ils sont pratiquement au dernier échelon. Voilà, donc il ne faut pas vous faire d'illusions. Sur la France continuera son exploitation, je ne vois pas qu'est-ce qui changera. En tout cas à court terme, c'est-à-dire dans les, enfin, je sais pas, dans les 10 ou 20 prochaines années, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait alors, comment expliquer que... Non, écoutez, je vais répondre à Amin Achachi qui me dit le Maroc pose la question d'une monnaie africaine d'échange hors franc CFA. Très bien, mais est-ce qu'il l'obtient? Non, mais ce que je veux dire, vous savez, il y a les déclarations. Alors, par exemple, Mohamed VI, il avait fait un discours à Moscou, il fait des discours, etc. Mais, comment dire, les maîtres, l'Amérique, la France, etc., ils leur permettent de faire des discours. Mais est-ce que le Maroc peut poser la question réellement enfin, d'une monnaie indépendante? C'est-à-dire poser les bases, exiger? Non. C'est ça le truc. C'est-à-dire en fait, c'est un peu comme les Palestiniens. Je réponds toujours à Achachi. Les Palestiniens, par exemple, l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, Saïb Erekat, etc. Mais Israël leur permet de parler. Elle leur permet de dire nous voulons un retour aux frontières de juin 67 avec Jérusalem-Est capitale et patati et patata. Mais on leur permet de parler. Mais que valent leurs paroles? Zéro. Voilà. Donc
je pense que le Maroc, bien sûr, il peut poser des questions qui semblent, méfiez-vous des paroles des politiques. Voilà. Souvent, elles sont creuses, elles ne sont faites que, comment dire, pour donner le change. Combien de dirigeants arabes parlent de la domination en Palestine insupportable, etc., sur Jérusalem qui est insupportable. Pourtant, ça fait 40, 50 ans qu'ils supportent. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, il faut pas vous laisser manipuler par de belles déclarations. Les déclarations, n'importe quel homme politique peut en faire. Voilà. Et on leur permet de le faire. Je veux dire, la France, l'Amérique, avec la bénédiction même de l'Amérique. Parce qu'on dit, ah, l'Algérie a dit ceci, l'Égypte a dit cela, etc. Mais est-ce qu'il y a, comment dire, une politique derrière, c'est-à-dire des engagements concrets derrière? Non. Et c'est ça aussi qu'il faut toujours analyser. C'est en général, vous remarquerez que l'impuissance s'accompagne souvent d'une exagération verbale. Voilà. Typique des pays dominés ou des Palestiniens par exemple, etc., qui font des déclarations incendiaires tous les jours. Vous savez, j'ai eu l'occasion de quelques jours, j'étais au Liban, donc je pouvais capter la chaîne de la Palestine, d'autorité palestinienne, mais je veux dire, à les entendre, on dirait qu'ils vont renverser je veux dire, l'ogre sioniste. Enfin, bon. Mais ça reste des paroles. Voilà. Et les paroles, bon, on peut en faire tant qu'on veut. Il y a pas. Regardez par exemple, est-ce qu'Israël s'inquiète des. Vous savez, ça fait combien depuis les accords d'Oslo? Chaque semaine, il y a de nouvelles constructions. Alors les sionistes sont malins, ils font ça comme ça, par paquet. Et chaque fois, bon, vous remarquerez, la France, l'Amérique disent ah c'est pas bien, c'est un obstacle à deux États, et puis voilà, et puis ça continue. Donc les déclarations ne veulent rien dire. Moi, je veux du concret. Voilà. Le jour où le Maroc, comment dire, amènera un plan détaillé et concret et s'engagera, là, je dirais, ok, bon, on va suivre. Mais jusqu'à présent, ça reste des paroles en l'air. Moi, je crois une chose, c'est que le Maroc ne va pas échapper à son rôle de cheval de Troie de l'Occident. Il ne peut pas, parce que il a besoin de l'Occident pour ses crédits. Il est lié économiquement. Aujourd'hui, enfin, sous Hassan II, le Maroc était beaucoup moins dépendant de l'économie occidentale. Aujourd'hui, je sais pas, lisez le livre là, des deux journalistes qui s'étaient fait piéger. Le nom, mais enfin bon, je connaissais pas les noms, mais enfin bon, qui s'étaient fait piéger parce qu'ils se sont fait remettre de l'argent. C'était bien fait pour leur gueule, ça. Mais l'économie marocaine aujourd'hui, elle est très dépendante des investissements, est très liée, que ce soit sur les télécommunications, sur Tanger Med, les montages, etc., le tourisme. Donc en fait, c'est une façon de tenir un pays. Il est évident, ce pays, il faut qu'il joue le jeu d'être indépendant, de paraître indépendant, parce que oui, il faut, comment dire, aucun pays ne reconnaîtra, d'accord? Aucun pays ne reconnaîtra sa faiblesse, sa soumission, etc. Voilà. Mais enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont évidentes. Alors, c'est dans la continuité des accords sur la construction du pipeline africain. Non mais attendez, mais c'est très bien. Enfin, je veux dire, je ne vois pas en quoi Amin Achachi, la construction d'un pipeline africain
qui amène le pétrole nigérian vers la Méditerranée, je ne vois pas en quoi il contredit ce que je pense de la soumission de tous ces pays à l'Occident. Parce que qui tient le pipeline, qui peut le faire? Qui a les crédits? Qui a la technologie? Enfin, je veux dire, c'est... Bon. Alors, je pense que je vais tenter de répondre. Tiens, non, je vais répondre à Cassoulet. Cassoulet. Voilà, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas vu son nom. Alors, il me demande d'où peut venir le changement. Alors, c'est une question un peu bizarre, mais bon. Ah non, c'est pas cette question qui est bizarre, non, c'est l'autre. Mais bon, non. D'où peut venir le changement pour que les pays musulmans redeviennent soudés comme une Oumma? C'est une question très intéressante. Vous savez, moi, comment dire? Moi, je crois que le monde musulman, mais ça, c'est une vision, enfin, personnelle, c'est ma vision. Je crois que le monde musulman ne retrouvera sa véritable indépendance que lorsque il acceptera de se développer en dehors de l'Occident, en dehors de toute influence étrangère, lorsqu'il retrouvera son authenticité, sa dignité, ses valeurs et sa façon de se développer propre, pas en copiant sur l'Occident ou sur d'autres pays. Et c'est ce que l'Occident essaie d'empêcher d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Occident lie les pays musulmans de manière à ce qu'ils n'échappent pas à son emprise. Or, cette emprise, non seulement elle est politique et diplomatique, mais elle est aussi culturelle. C'est-à-dire que il y a, on essaye de façonner les nouvelles générations, mais appelons-la génération Facebook. Les élites des pays musulmans, les élites intellectuelles, etc., on essaye de les façonner, comment dire, à la manière occidentale, c'est-à-dire aux valeurs occidentales. Je ne dis pas que ces valeurs sont mauvaises pour les pays musulmans. L'état de droit, la liberté individuelle, etc., sont des valeurs universelles. Mais l'Occident tend un piège aux pays musulmans, dans le sens où, au moment de leur indépendance, l'Occident n'a pas permis à ces pays musulmans de se développer selon leur rythme et selon leurs valeurs. C'est-à-dire, l'Occident a imposé, quasiment imposé, en tout cas, des dictateurs qui leur étaient favorables. Et lorsque ces dictateurs ou ces dirigeants ne faisaient pas l'affaire, il les renversait. L'exemple le plus caractéristique, c'est, enfin je vais prendre quelques exemples, Mossadegh en Iran, en 1953. Il a voulu nationaliser le pétrole pour développer une politique économique basée sur le pétrole, donc développer et créer une richesse nationale. C'est par exemple les pays pétroliers qui produisent du pétrole, ils ne maîtrisent rien sur le plan de la transformation du pétrole. Qui transforme le pétrole? Qui le raffine, qui le commercialise, qui le transporte, etc. C'est pas eux. Eux, ils ne font que vendre. Et donc, toute l'action de l'Occident, c'est d'empêcher ces pays producteurs de devenir des puissances pétrolières qui maîtrisent la technologie pétrolière. Voilà. C'est-à-dire aucun pays pétrolier n'est capable de faire des recherches, par exemple.
n'est capable d'extraire le pétrole. Mais ça, c'est voulu. Et donc, en fait, et c'est ça la dépendance. Et donc, Mossadegh, en 1953, a voulu couper cette relation de soumission et ben, il a été renversé par la CIA. Et ils ont mis, à l'époque, je crois qu'ils ont ramené le Shah à la place, et qui a suivi, voilà, qui a suivi la politique américaine. Nasser, Gamal Abdel Nasser, en 1956, il a voulu nationaliser, enfin, il a nationalisé le canal de Suez, et ça, c'était insupportable. Et donc, on lui a lancé une guerre tripartite. Et donc, en fait, enfin, Lumumba, Thomas Sankara, etc., enfin, Kadhafi, c'est-à-dire à chaque fois qu'un dirigeant africain ou musulman tentait de se libérer du carcan occidental, on le liquidait. Ou on trouvait un moyen de le liquider. En fait, l'Occident, quand il vient avec ses valeurs, c'est-à-dire, est-ce qu'on a permis, par exemple, au Maroc, est-ce qu'on a encouragé, en 1956, lorsque le Maroc était indépendant, est-ce qu'on a encouragé les forces, à l'époque, les forces progressistes elles dominaient, l'USFP, etc. C'était les forces qui étaient les plus progressistes, enfin, celles qui dominaient. La France a plutôt joué le roi conservateur contre ces partis pour pouvoir imposer sa domination. Donc, moi, je dis aux musulmans, lorsque l'Occident vient vous voir avec ses valeurs, entre guillemets, c'est-à-dire la liberté de la femme, la liberté religieuse, l'éducation, etc., mais ils n'en ont rien à foutre, les Occidentaux. Mais il faut qu'ils se mettent ça en tête. C'est-à-dire que les Occidentaux n'en ont rien à foutre de l'évolution du monde musulman vers le progrès et vers la liberté. Regardez comment l'Occident aime l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est magnifique. C'est le grand amour. Et pourtant, c'est le régime le plus obscurantiste qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc, en fait, et c'est pour ça que je demande, enfin, je suggère, enfin, en tout cas, c'est ma position, que l'élite des pays musulmans, parce qu'on est obligé de collaborer avec l'Occident, de coopérer avec l'Occident, parce qu'il y a des échanges technologiques, économiques, culturels, etc. Mais de considérer que ce monde musulman doit s'éloigner intellectuellement, idéologiquement de l'Occident. Ça veut dire chercher sa propre voie. Moi, je ne sais pas laquelle. Mais à mon avis, si le monde musulman veut avoir une chance de s'en sortir, de se développer, d'acquérir une indépendance, une vision propre, il faut qu'il s'éloigne. Et je ne crois pas que ça prenne aujourd'hui le chemin. L'Occident est très fort non seulement économiquement, diplomatiquement, mais tous les réseaux sociaux ils sont dominés par les Américains. YouTube, etc., Google, le cinéma, les séries, enfin, je veux dire, on est par exemple au Maroc, il y a des festivals de musique, enfin rock, ou en tout cas occidental, importé, qui sont financés par le pays, par le palais. Il y a un festival j'ai oublié le nom, mais il est très connu à Rabat, qui réunit 100 000 ou 200 000 personnes, etc. Et que le palais subventionne. Mais pour moi, c'est un détournement de valeur, c'est-à-dire pour la jeunesse. La jeunesse, on devrait l'éduquer dans l'amour de sa propre histoire, de sa propre culture.
Moi, je ne sais pas s'il faut qu'ils soient religieux ou pas, etc. Le problème n'est pas là. J'aurais voulu, je voudrais que les sociétés musulmanes retrouvent leur authenticité que l'Occident leur a enlevée. Et c'est comme ça qu'elles peuvent retrouver une indépendance, une voix propre, voilà, en fait. C'est une voix à eux, et qui n'est pas imposée par l'autre. Parce que l'autre, par exemple, quand il y a eu le régime que moi j'ai applaudi, le régime soi-disant islamiste, enfin, moi j'appelle religieux, en Tunisie et en Égypte. Et c'était extraordinaire, c'était la première fois en 60 ans d'histoire du monde arabe qu'il y a des élections libres et démocratiques. La première fois. Et l'Occident, au lieu d'applaudir, ben, réfléchissait. L'Occident, il n'a pas applaudi. Il a dit, oh là là, il y a des islamistes qui arrivent au pouvoir. Et alors? Mais il y a d'autres pays où il y a des religieux au pouvoir, comme l'Arabie Saoudite, etc. L'Occident, il ne fait pas comment dire, le pays qui est terrifié. Pourquoi? Et alors? Il y a l'Occident qui parle de démocratie. Voilà enfin un régime démocratique qui arrive. Et là, on a dit aux Tunisiens et aux Égyptiens, et c'est ça aussi où les Égyptiens, il y a eu des manifestations terribles. Enfin bon, si vous vous rappelez. Mais ils étaient manipulés. On avait dit aux Égyptiens, comment vous allez vivre sous un régime religieux? Et alors, il a été élu démocratiquement. Dans 3 ou 4 ans, on changera, etc. Voilà. Mais c'était le régime à eux, que le peuple égyptien et le peuple tunisien s'étaient choisis. De quel droit on leur dit ce n'est pas bien? Et c'est ce manque de réaction, moi, qui, comment dire, ce manque de réaction qui me gêne. Voilà. C'est-à-dire, on prend l'Occident comme si l'Occident représentait l'idéal de gouvernement, l'idéal de liberté, etc. Mais c'est pas vrai. C'est bon ici, et encore, enfin, on pourrait en parler de la corruption en France, la justice qui est... Alors, Walid El-Meria, qui m'avait demandé sur l'Algérie, me dit qu'il n'est pas d'accord parce qu'en ce qui concerne l'islamisme. Écoutez, la question n'est pas d'être d'accord ou pas d'être d'accord. Moi, je dis une chose. Est-ce que le monde musulman connaîtra un début de démocratie? C'est-à-dire comment dire, le choix pour le peuple de s'exprimer et de choisir des dirigeants dans un esprit de liberté et de tolérance. Voilà. Apparemment, moi je pose une question à, comment elle s'appelle déjà, Al-Meriag. Comment, maintenant, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on donne la parole au peuple, comme en Algérie, en Tunisie, et le peuple choisit les religieux. J'aime pas le terme islamiste. Le terme islamiste a été fabriqué par les Occidentaux pour opprimer les religieux musulmans, pour leur dire, oh là là, est-ce que vous êtes mauvais, c'est pas incroyable, bon, vous n'allez pas revenir au Moyen-Âge. Mais pourquoi ils ne le font pas pour l'Arabie Saoudite? Voilà. Posez-vous la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de démocratie, alors on interdit les élections jusqu'à ce que le peuple comprenne. Je ne sais pas, je pose la question à M. El-Mariek. Donc, on ne fait jamais d'élection parce qu'on a peur que le peuple choisisse les religieux. Quelle horreur! Bon. Ou alors, vous savez, Bertolt Brecht, le fameux dramaturge est-allemand, il disait il faut changer de peuple. Voilà. Eh bien, on va changer de peuple, les peuples musulmans, enfin les régimes. Vous prenez un peuple Facebook, YouTube, évolué, diplômé, sans voile, sans rien, et qui choisit, comment il s'appelle,
le maréchal de Sicile, très bien, il est laïque, ah, c'est formidable, il est laïque. Bon, alors je ne sais pas si vous savez ce qu'il fait en Égypte en ce moment, mais voilà. Donc, vous savez, moi j'exprime une opinion, et c'est à ces sociétés-là. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un débat, enfin, j'imagine qu'il y a un débat, mais enfin, voilà, que le débat soit ouvert et qu'on se rappelle une chose. Rappelez-vous une chose. Ceux qui habitent dans ces pays, comme enfin, le Maroc, etc., les islamistes s'accrochent à la démocratie jusqu'à ce qu'ils instaurent leur système auto. Non, mais attendez. Moi, des fois, je me pose des questions sur la maturité politique. Sincèrement, je ne vise pas Walid directement, mais je me pose des questions sur la maturité politique d'une certaine classe dans les pays arabes. Franchement, prenons l'Algérie, d'accord? Bien. Ou l'Égypte. Les religions ont gagné. L'armée aurait pu dire nous sommes les garants de la liberté. C'est-à-dire, voilà, nous vous surveillons. Dans 3-4 ans, il y aura de nouvelles élections. Et nous voulons que ce soit démocratique. Voilà. Là, mais en fait, qu'a fait l'armée dans ces pays-là? Elle a fait un coup d'État antidémocratique. C'est ça le problème de certains intellectuels arabes, et moi qui me désole, et je vais le dire ouvertement, qui me désole, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un début à tout. Si on veut une démocratie, il faut en passer par là, si le peuple a choisi. Ou alors, il faut accepter comment dire, il faut accepter la dictature, et bien très bien, continuons dans la dictature pendant encore 30 ans, pourquoi pas, 50 ans. De toute façon, je ne crois pas que l'Égypte et l'Algérie reviendront à la démocratie avant longtemps. Donc la question était, l'issue est exclue. Et c'est terrible parce que, en fait, d'un côté, ces sociétés, enfin, dans ces pays arabes, voudraient une évolution démocratique, j'imagine. Enfin bon, je veux dire, aujourd'hui, les Égyptiens sont vraiment, vraiment pas très heureux de ce qui se passe. Ouais. Si vous avez un peu l'occasion de regarder, allez voir ce qui se passe. Et en même temps, ils ne veulent pas qu'il y ait, enfin ces intellectuels, ils disent il n'est pas question d'avoir un régime religieux. Alors il faut supprimer la démocratie et établir une dictature. Voilà. Et, non mais établir une dictature, voilà, c'est ce qu'on vit. L'Égypte, moi quand je prends l'exemple égyptien, je me dis comment un tel pays a pu s'enfoncer vraiment. Et regardez ce qui s'est, enfin regardez des vidéos de l'Égypte des années 50 et 60. Comment ce pays a pu s'enfoncer dans la corruption, la pauvreté, la misère, l'arbitraire, enfin, et la soumission à Israël, la soumission à l'Amérique, mais de manière, enfin, je veux dire, c'est écœurant. Moi, ça m'écœure. Moi, je ne peux pas supporter qu'un pays aussi grand, qui était le phare de la nation arabe, tout ça sous le prétexte que les islamistes pourraient gouverner. C'est tant que, comment dire, c'est là, quand vous voyez que le jeu est truqué en Égypte et en Algérie, c'est que l'armée, au lieu de jouer le jeu, et on vous dit, comme il s'appelle mon interlocuteur, il me dit oui, les islamistes jouent le jeu de la démocratie, mais une fois qu'ils ont pris le système, ils ne le lâchent plus. Mais que fait l'armée? Voilà, l'armée est là pour dire, voilà, nous sommes les garants de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ça veut dire qu'il va y avoir des élections, la justice doit rester libre, etc. Bon,
En tout cas, le monde arabe, pour moi, il est mal barré. Et non seulement sur ce plan-là, mais en plus, il est devenu quasiment comment dire, la chasse gardée d'Israël. Bon, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, d'où peut venir le changement que les pays musulmans redeviennent soudés comme une oumma? euh, C'est ça le problème. Euh, si ces pays, enfin, je reviens vraiment à la question de, comment dire, de l'authenticité, la liberté, la dignité et l'indépendance d'esprit. Voilà, revenir à une forme. Moi, je suis enfin, je peux pas le dire. Je suis pas, moi, je suis quelqu'un, un observateur qui donne son opinion et puis voilà, on la partage, on la discute et puis on fait ce qu'on veut. Alors, je vais terminer sur la Amin Achachi qui me dit la démocratie existe-t-elle seulement? Écoutez, elle n'existe jamais totalement. Même, enfin, je veux dire, vous savez, la France, moi je vis en France, et je peux vous tartiner des trucs sur l'absence de démocratie. Voilà. Vous savez, il y a le pouvoir, en France, en Amérique, les gens croient que Trump va rendre le pouvoir au peuple, c'est une grosse blague. Voilà. Les gouvernants, ils tiennent les rênes et ils les gardent. Voilà. Mais il y a quand même des degrés dans la démocratie. Voilà. En fait, on confond il y a deux visions, enfin, il y a deux facettes. Il y a la représentation politique et il y a l'état de droit. Bon. Il y a des pays quand même où l'état de droit est beaucoup plus respecté que d'autres. Bon, je n'ai pas besoin de faire une étude là-dessus. Et puis où la représentation politique est quand même beaucoup plus, on va dire, plus conforme, euh, plus conforme aux principes d'égalité, de justice, etc. Tout est question de degrés. On ne peut pas dire que la démocratie n'existe pas. Il y a des degrés. Et entre, je ne sais pas moi, je n'ai pas envie de citer, mais enfin entre un pays nordique ou le Canada, par exemple, que je connais bien parce que j'y ai vécu, et certains pays totalitaires, je crois qu'il y a quand même une différence. Voilà. On ne peut pas dire que la démocratie n'existe pas. Enfin, c'est bon, je finis sur cette idée. Tout groupe qui dirige, c'est-à-dire toute société humaine est dirigée par quoi? Par une oligarchie. Bon. Une oligarchie financière, économique, ce que vous voulez, politique, nobiliaire, etc. Cette oligarchie a un chef, et cette oligarchie, elle a pour idéal de ne rien lâcher. En fait, c'est une lutte permanente entre l'oligarchie et le peuple. Il y a des pays où cette oligarchie est assez contrôlée et donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et il y a des pays où l'oligarchie est quasiment, elle vit dans l'impunité et donc elle pille le pays comme elle peut. Alors voilà. Je peux, enfin, bon, Mustapha Khayal me demande de parler de l'expérience de l'Iran. Je n'ai pas le temps maintenant d'élaborer, mais je crois que l'Iran, quand même, a tenté. Je n'ai pas envie de juger l'Iran sur son action en ce qui concerne la religion. On est bien d'accord. Voilà. Moi, si un pays, enfin, un pays fait comme il a envie de le faire, mais c'est un pays qui est, comment dire, qui tente une voie personnelle, enfin, comment dire, conforme à son histoire, conforme à ses traditions, etc. Enfin bon, je... Et en tout cas, c'est un pays où, malgré l'emprise religieuse,
il y a quand même un grand dynamisme que j'aimerais bien voir dans pas mal de pays arabes. C'est-à-dire le dynamisme au niveau du cinéma, au niveau de l'édition, au niveau de la place de la femme dans les universités, etc. etc. Il faut reconnaître. Hein. L'Iran est un pays, enfin, de toute façon, c'est une tradition millénaire, la tradition perse. Donc, c'est un pays dont on peut, comment dire, dont on peut analyser et même est tenté pas de copier, mais disons de chercher des solutions à un développement harmonieux sur la base de ses propres comment dire, sur la base de ses propres traditions et dans ses relations avec le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est puni sévèrement par l'Occident. Parce que l'Occident, il a horreur des pays qui ne se soumettent pas. Voilà. Et l'Iran est un pays qui ne se soumet pas. Ça, c'est un fait. Et s'il est si l'Occident, il en veut tellement à l'Iran, c'est parce que c'est un pays qui ne se soumet pas. Un pays qui est courageux. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire à bientôt. Probablement au milieu de la semaine, il y aura un nouveau direct, mercredi peut-être. Si vous avez des questions, vous me les posez soit à la suite de la vidéo, ou en tout cas moi je vais les regarder, ou en MP. J'essaie toujours de faire en sorte de répondre à vos questions parce que je ne fais pas de conférence pour moi. En fait, c'est un dialogue que je fais avec vous et donc je tiens compte, j'essaie de tenir compte surtout de vos demandes. Voilà. Donc, merci et bonne soirée à vous et à la prochaine.